Ouais, je crois pas. On continue. Pour une fois qu'on n'est pas en retard. Ouais, on continue comme Bon, ça. donc du coup, le parcours, 4 ans et demi, je pars en cadet, je suis pas du tout fait, je suis tout maigre, ça se voit pas maintenant. J'étais tout maigre et je savais pas gérer la pression. Je suis devenu à l'opposé, assez costaud et qui gérait la pression sur une finale olympique où il y a une pression max, des millions de téléspectateurs et savoir gérer la pression. On va voir comment j'ai pu évoluer comme ça. En cadet, les championnats de France, je me loupe au championnat de France cadet, tellement j'ai de pression, je me loupe, j'étais ceinture noire, je me loupe sur une ceinture bleue. Donc je suis vraiment incapable de gérer la pression. On me donne la chance de rentrer en sport-études et j'y vais pour me dire, vas-y, ça fera une expérience, tente l'aventure, tu auras un truc à raconter pour tes petits-enfants plus tard. J'ai déjà une petite pubalgie à cet âge-là, je n'ai pas les résultats, je n'ai pas le niveau et je ne sais pas gérer la pression. Tout était bien parti, quoi. Tout va bien. Tu te dis, bon, lui, il ne fera pas grand-chose de sa vie. Et au final, à force de travail, j'ai été le besogneux qui a doublé tous les talentueux. Avec la valeur travail, il y a eu beaucoup de place chez moi. Et vous allez voir que du coup, peut-être trop de place, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Les blessures sur 20 ans d'équipe de France, 15 ans d'équipe de France senior et avant chez les jeunes, je me suis blessé près de 4 ans au total. C'est énorme. Ça vous montre la place des blessures. Donc, quand vous accompagnez un athlète, s'il y a une blessure, c'est pas grave. Tous ceux qui vous disent j'ai eu les croisés, j'aurais pu avoir une grande carrière, non, c'est pas grave. Enfin, tu peux passer au-dessus de toutes les blessures d'après moi. Avec beaucoup de travail, de rééducation, les bonnes personnes en rééducation, tu peux passer au-dessus. Donc dans les blessures, on va passer rapidement, mais on va peut-être se concentrer surtout sur l'année. À 27 ans, j'ai mon diplôme de kiné. Donc, il a pris le temps. Hein. Ouais, j'ai pris le temps. 23 ans, je fais un burn-out. Donc je décide de mettre l'accent sur les études et la kiné. À 27 ans, j'ai enfin mon diplôme. En judo, tu gagnes pas ta vie. Je me dis, je me donne 2 ans pour performer. En 2 ans, je passe de numéro 150e mondial à 27 ans quand j'ai le diplôme, 16e mondial ensuite, numéro 2 mondial 6 mois après. Donc ça montre l'évolution. Le diplôme m'a vraiment permis d'avoir une prise de conscience, de passer d'un athlète qui s'entraîne beaucoup trop à un athlète qui passe beaucoup plus en qualité qu'en quantité. Parce que j'ai fait mon mémoire sur la prévention des ligaments croisés dans le judo. Et donc du coup, forcément, tu te rends compte que j'avais prévu un programme énorme avec je ne sais pas combien d'exercices. Et au final, j'ai pu un collègue ancien olympien en natation. Et au final, j'ai pu me rendre compte qu'avec très peu d'exos, 3 fois 20 minutes par semaine, il y avait un vrai effet sur la prévention des croisés. Donc j'ai pu comprendre tout ça. Là, Axel nous dit un truc hyper important. Aujourd'hui, en kiné, on est dans l'actif à mort. Sauf qu'en fait, on ne fait jamais de quantification. On en fait pour tout le monde. On en fait, on ne sait pas trop comment. Il nous dit finalement le truc important, la bonne quantité, le bon niveau pour un objectif donné. Je vous invite tous à réfléchir sur vos séances d'actifs où vous faites un peu au doigt mouillé, un peu n'importe comment, domaine que je cautionne pas complètement en tout cas, et donc de trouver le bon niveau et d'avoir des indicateurs pour le faire, et pas juste qu'il n'y a qu'à toujours en faire plus en fait. Voilà. Ah oui, au contraire. Le trop est l'ennemi du bien. Je l'ai compris à mes dépens. Faites attention à ça. À vouloir faire trop chez un athlète, il se pète. Et déjà, bon, on avance, je reviendrai sur le parcours après, mais un athlète, il faut quantifier sa charge de travail. C'est-à-dire que les séances de kiné font partie de son entraînement. Souvent, quand il va être blessé, il va continuer, pour nous, athlètes pro, 2 séances par jour, 2 séances par jour, plus la kiné. Au bout d'un moment, ça fait trop. Sur une rééducation d'un croisé sur 6-9 mois, imaginez la charge que c'est, la fatigue que c'est émotionnelle, la fatigue mentale, elle est très importante. Ça se quantifie. Ça, c'est votre rôle. Ça, c'est ton dernier dada, ça. Ouais. La fatigue mentale. C'est ça. On en parle demain, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Ça se joue beaucoup. Et en tant que kiné, voilà, on avance un peu sur la suite, vous avez un rôle dans ce qui est quantification de la charge mentale, psychologue, tout ça, parce qu'il va se confier à vous, vous êtes la personne à qui il va plus se confier. Pour revenir à ce que disait Xavier, effectivement, j'en peux plus des kinés qui comptent jusqu'à 10 et qui font, allez, on fait 3 x 10 ou 5 x 10. Mais vous savez que c'est hyper important de où j'en suis dans ma rééducation. Elle est chiante, elle. Où est-ce que j'en suis dans ma rééducation? Où est-ce que j'en suis dans mon travail? Est-ce que c'est un muscle qui est postural, où je vais faire des séries très longues, je dois faire de l'endurance de force? Ou est-ce que c'est un exercice qui va être plus explosif en fonction de mon sport? Donc je dois vraiment avoir une réflexion comme ça. Est-ce que ce muscle-là, dans un tel sport, il est explosif? Donc je vais chercher de la force, de la puissance, et du coup je vais charger. Ou est-ce que c'est un muscle d'endurance? Et ça va être très différent d'un sport à un autre. Donc ça, ayez vraiment une réflexion par rapport à ça. Et ayez une évolution.
Imaginez 15 ans d'équipe de France, j'ai fait toujours la même chose, je me fais chier. Heureusement, même dans une saison, le même muscle, je ne travaille pas pareil. Il y a un travail de pré-saison, un travail d'endurance, que ce soit cardio mais aussi musculaire, pour prévenir les blessures. Et ensuite, je vais aller de plus en plus vers de l'explosivité. Voilà. Mais ça ne se construit pas l'explosivité sans de l'endurance à fond. Et cette logique-là, elle s'applique autant aux sportifs de haut niveau, équipe de France, comme l'était Axel, qu'à votre patient, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre patient? Quelle est sa pathologie? On ne renforce pas un long Belgique comme on va renforcer un sportif de haut niveau. On n'a pas le même objectif, en fait. Et donc, on n'a pas les mêmes exos qui vont avec. Hein. Donc, allez, revenons sur notre parcours. Donc, Allez. 2016, pour vous donner un peu le contexte, 2016, je ne suis pas qualifié au jeu. Je suis numéro 15 mondial. Mon concurrent français est numéro 16. Parce qu'en judo, tu as le droit à un seul représentant par pays. Et la fédération choisit. Il faut être dans les 20 meilleurs mondiaux. Il faut être dans les 20 meilleurs mondiaux pour être qualifié. Malheureusement, la fédération ne me fait pas confiance. Je suis numéro 15, l'autre est numéro 16. Donc là, je décide d'accélérer encore plus mon travail. 6 mois après, je suis numéro 2 mondial pour prendre cette place de numéro 1 français. Et dans l'Olympiade, je suis vice-champion d'Europe en 2017, numéro 2 mondial. 2018, troisième au championnat du monde. 2019, troisième au championnat du monde. 2020, je me loupe au JO, mais champion du monde par équipe. Champion olympique par équipe, pardon. On va zoomer sur cette zone et vous allez voir que les blessures ont une grosse place. Et que malgré les blessures, on peut quand même performer. Donc en 2016, pour prendre cette place de numéro 1 français, je fais 4 finales de Grand Chelem, une finale de championnat d'Europe, mais il y a des blessures un peu partout. C'est-à-dire que notamment le championnat d'Europe, je fais 12 semaines d'arrêt sans judo pour préparer le championnat d'Europe. Dans les 12 semaines, il y a 6-8 semaines pour un interne, un grade 2, un interne, où j'ai galéré. Au moment où je commence à reprendre le judo, la poisse, vous allez me dire, j'ai enchaîné la poisse. Je me fais faucher en scooter, donc je reprends quelques petites contusions à des cartilages. Et au moment où je peux enfin reprendre, à 1 mois du championnat d'Europe, j'ai une appendicite. Tout va bien. Le mec à la poisse. Je refuse l'opération. D'aller jouer au loto, toi. Je refuse l'opération pour dire c'est la première fois de ma vie que je suis numéro 2 mondial. Je vais avoir un bon tirage au sort, je vais le faire. J'arrive au championnat d'Europe avec seulement 2 entraînements. 3 entraînements. 2 entraînements en général, 1 avec ma catégorie. Tout ça pour vous dire, c'est pas parce que l'athlète que vous allez avoir n'a pas la meilleure programmation qu'il ne va pas performer. Ça n'a rien à voir. Tu peux travailler d'autres choses. Tu peux travailler en rééducation. En rééducation, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prendre conscience de l'intérêt de la concentration et de l'intention dans les exercices. J'étais cette semaine sur la formation 100 exo de ITMP. Les gens font des exercices super. Il n'y a pas d'intention. Vous ne demandez pas à vos patients une vraie intention, la précision sur les exos. La personne doit être focus que sur ça. Pas de téléphone, pas de sollicitation extérieure. Quand tu fais l'exercice, tu dois être vraiment très concentré sur ton exo. Ça fait passer un cap énorme pour la performance, mais aussi pour votre rééducation. Tu peux faire le même exercice si tu acceptes que ton genou y parte, même un tout petit peu. Je vais vous prendre un exemple simple, un good morning. Un good morning, tout le monde voit le good morning? Sur une jambe, on fait une planche, une flexion du tronc avec la jambe tendue. Si tu acceptes qu'il y ait un petit peu les lombaires qui lâchent, qu'il y ait un petit peu la jambe qui lâche, ou une légère rotation du bassin, ça n'a rien à voir. Tu n'es pas du tout ciblé de la même façon dans l'ischio. Un good morning, je le faisais à mon top du niveau, entre 8 et 12 kilos. Les gens rentraient dans la salle et disaient oh, il est nul, il est en début de rééducation. Non, juste que j'avais un mec à côté qui était hyper exigeant à me dire là tu as lâché un tout petit peu en lombaire, là tu as lâché un tout petit peu. Et le fait d'être hyper concentré comme ça change tout l'exercice. Et c'est transposable dans tous vos exercices. Ah, on a là où je rejoins Axel, c'est qu'on a chez nous l'amour du geste bien fait. Que ce soit de l'actif ou que ce soit de l'étirement, du passif, de la manip vertébrale, on a besoin de ce geste bien fait. Je prends un exemple très fréquent, je dis quand vous regardez Roland Garros pendant 15 jours au mois de mai, vous n'allez pas progresser au tennis. Prenez votre raquette 1 heure par jour et allez taper dans la balle, à la fin des 15 jours, vous aurez progressé. Il y a un moment, on est sur un métier pratique, un métier gestuel. On nous a laissé croire qu'on était devenus des grands lecteurs de BP et compagnie. Je pense que la qualité du geste, et que ce soit celui que nous on fait en tant que soignants ou que l'on fait faire à notre patient, c'est vraiment un critère hyper important si on veut être efficace et performant derrière. Ouais, du coup, on s'éloigne de nouveau un peu du canevas, mais la précision et la répétition, j'interviens beaucoup, que ce soit dans les stages de judo ou en conférence en entreprise. La répétition, on est dans une société où les gens considèrent beaucoup trop. Je l'ai fait une fois, c'est bon. Vous pensez que j'aurais fini champion olympique en ayant fait une fois mes exos?
les mêmes techniques, je les répétais des milliers et des milliers de fois, avec une intention. Donc c'est vrai pour vos patients, mais c'est vrai que pour ce que tu disais, c'est vrai aussi pour vous en tant que praticien. Allez, retournez à la base, refaites des exos. En tant que sportif, on sait sentir la différence entre un kiné qui sait se placer, qui a des bonnes prises contre prises, et un kiné qui est mal placé, qui croit qu'il va te faire une manip et tu le sens direct. On en a tellement dans les mains, enfin on passe dans les mains de tellement de kinés qu'on sent direct la différence entre un bon et un mauvais kiné, quoi. Ça me paraît important. Et la répétition et la recherche de l'excellence, et c'est ce qui vous fait, alors on va sur autre chose, mais c'est ce qui vous faire progresser dans votre travail. Comme je vous disais, si j'avais fait 15 ans d'équipe de France, je me serais fait chier à faire toujours pareil. À rechercher les petits détails permet de ne pas s'ennuyer dans son travail. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer aussi dans votre travail en tant que kiné, je pense. Donc on revient, 2017, je finis avec ces 12 semaines d'arrêt. Je vais au championnat d'Europe, je finis quand même deuxième, vice-champion d'Europe, donc je suis super content, première médaille. Je continue la préparation jusqu'au championnat du monde, enchaînement de blessures de nouveau. Bilan de ce championnat du monde, je fonctionne complètement différemment. Et là, je mets en place une vraie vision à long terme et lui dire mes objectifs, c'est les JO 2020 et surtout championnat du monde 2018, championnat du monde 2019. Avant, je m'en fous de toutes les compètes. Donc on enlève toutes les petites compètes intermédiaires. Je fais un gros travail de pré-saison, ce qu'on disait tout à l'heure, le gros volume de pré-saison d'aérobie. Et ensuite, des petits piqûres de rappel et des vraies piqûres de repos. C'est quelque chose que vous devez prendre en charge dans votre rééducation. Je faisais 3 semaines de travail, 1 semaine de décharge. Ça paraissait très peu, mais quand j'ai décharge, pour moi, c'était une séance par jour ou 3 séances par semaine. Mais voilà, c'est chacun à son niveau. Mais parce que ça me permettait d'éviter d'arriver à la blessure et d'avoir aussi une énergie mentale forte à chaque fois que je suis sur un tapis. Et je pense que dans une rééducation, c'est la même chose. Savoir mettre du repos avant que l'athlète retourne sur le tapis. Savoir couper votre rééducation. C'est long une rééducation. Il en a marre la tête de faire toujours pareil. Mettez-lui des pauses. Le repos va éviter des inflammations, va éviter plein de choses. Donc ça sera intéressant de lui mettre du repos dans votre rééducation. Plutôt que de le faire venir 3 fois par semaine tout le temps dans votre cabinet, c'est peut-être intéressant au bout d'un moment, au bout de 4-5 semaines, de dire bon vas-y, tranquille, tu es en décharge cette semaine. Fais ta vie, fais pas n'importe quoi. Il revient, les inflammations auront diminué, il y aura plus de fraîcheur mentale pour venir faire votre rééducation. Ça peut être intéressant. On n'a pas envie, on a envie de courir contre le temps. Mais au final, en faisant du repos, on gagne du temps. Ça, c'est une notion de fenêtre thérapeutique, hein, dont on a tous entendu parler. Moi, aujourd'hui, je ne travaille plus que le mercredi au cabinet. Donc mes patients, je les vois 1 fois par semaine. Et encore, quand je suis là, parce qu'hier, comme j'étais déjà ici pour installer, ils ne m'ont pas vu hier. Donc ils me verront au bout de 15 jours. Voilà. Ça ne se passe pas si mal, hein. Voilà. Par contre, effectivement, on peut peut-être lui donner des choses à faire à la maison, on peut chercher à l'autonomiser, et en même temps, quand ils viennent en séance, ils ne mettent pas la même intensité et la même intention, comme tu le disais, hein. Je fais juste un tout petit retour. Si vous voyez Axel sur sa finale olympique, on peut le trouver hein, sur les réseaux et tout, quand on cherche un peu. Il y a cette image-là, où tu as été un peu blessé en plus. C'était la finale ou la demi-finale, je ne sais plus. Non, j'ai une commotion en fait, parce que j'ai une commotion dans l'année, une grosse commotion, et puis surtout psychologiquement, j'étais celui que je vous ai dit, celui qui ne savait pas gérer la pression et qui finit par gérer une pression. Enfin, avant une finale olympique, on peut en parler, hein. Tu finis une demi-finale, on était à Tokyo, 8h du matin en France. Quand on fait la demi-finale, la finale était à midi heure française. À ce moment-là, tu as toute la France qui se réveille, qui apprend que la France est en finale face au Japon. Je peux vous dire que mon téléphone sonne dans tous les sens. Ton WhatsApp, si tu le regardes, tu te chies complètement parce que tu as des messages de ta nounou, de ton boucher, de ton pote de maternelle qui a réussi à retrouver ton téléphone. Donc tu as 200 WhatsApp qui sonnent dans tous les sens. Si tu ne sais pas faire le vide et te concentrer sur ta performance, autant dire que tu ne performes pas. Et bon, on n'est pas dans la kiné, mais qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là avec les potes? On a réussi à déconner ce qu'on avait fait avec la prime olympique. On a fait une partie de Uno et on faisait des battles de danse. Pendant ce temps-là, les Japonais, ils faisaient une méditation pas possible. Ils étaient comme des dingues. Ils sont partis, ils ont halluciné qu'on soit si détendus. Et on est arrivé, on les a pris de vitesse, notamment grâce à ça. Parce que dans la chambre d'appel, en gros, dans la salle d'échauffement avant, il ne restait plus que 2 équipes, équipe de France et équipe du Japon. Et en plus, pendant que Teddy, Rainer, Clarisse Agbenienou faisaient une battle de danse, j'ai commencé avec eux, et après je me suis mis un peu les écouteurs pour aller m'échauffer, et j'ai traversé le cercle des Japonais, parce que le staff protège leurs athlètes pour ne pas qu'on se blesse l'un et l'autre, et sans le faire exprès. Et donc c'est un peu un affront chez eux, et sans le faire exprès, on les a sortis de leur match à ce moment-là. Bon, c'est en dehors de la kiné, mais c'est toujours une anecdote sympa à avoir. Donc du coup, je vous disais 2018, je me rends compte que j'ai été blessé partout, donc je mets en place ces séquences. Comme par hasard, à la fin, je suis médaille mondiale.
2019, je refais la même chose et je suis le seul de l'équipe de France à être médaillé mondial. Tout le monde m'avait pris pour un extraterrestre de faire 3 mois de travail de pré-saison, puis de refaire des piqûres de rappel dans l'année. C'était ma vision kiné. La kiné m'a beaucoup apporté à ce moment-là de dire ok, on va voir différemment. J'ai regardé ce qui se faisait dans les études scientifiques à l'étranger. 2009, je fais pareil. 4 mois et demi d'arrêt quand même entre les deux championnats du monde, à cause d'une désinsertion d'ischio, grade 3 d'un ischio. Au début, on m'annonce une désinsertion totale. Je me souviens, je t'avais appelé pour trouver des solutions. 2020, pareil, blessure de partout, grosse pubalgie, 5 mois on avait fait une stratégie thérapeutique, on va dire, avec les médecins, de faire la politique de l'autruche, de faire infiltration à fond jusqu'au JO. J'avais prévu 3 à 4 infiltrations à cause de la pubalgie. J'avais 4 cm et demi qui étaient d'insérés à l'adducteur gauche. Et malheureusement, à cause du Covid, donc on avait fait cette stratégie, j'ai accepté les conséquences qu'il pouvait y avoir sur mon corps, des infiltrations, à cause du confinement, à cause du Covid, report d'1 an, donc on a été obligé de changer toute la stratégie et de basculer en rééducation sur tout ça. Donc c'était très compliqué, on pourra en parler. J'accélère un petit peu parce que sinon on ne parlera pas de kiné. Il a un long parcours médical. Hein. Là, il vous fait la version rapide. Hein. Nous, on a la version complète. C'est encore plus long. Si vous voulez la version complète, il y a une vidéo, on a fait une vidéo avec Greg, Major Mouvement, qui est assez drôle, où je répertorie. Il me demande de faire. Il fait un cas clinique et il me demande de mettre sur un tableau toutes mes blessures. C'est un peu long. C'est infini. Donc, on va parler des besoins d'un sportif en kiné. C'est peut-être plus intéressant. Les techniques qui me paraissent importantes, clairement, en 1, thérapie manuelle. Thérapie manuelle, ostéo. Pas forcément besoin d'être ostéo, mais être précis sur tout ce qui est thérapie manuelle. C'est pas parce que j'étais sponsorisé par ITMP, mais on a besoin d'avoir des prises en charge sur la thérapie manuelle vachement précises. On a des petits dérèglements articulaires qu'il faut replacer. Ça, c'est vachement important. Je suis persuadé que vous allez évoluer et quasiment les staffs demandent tout ça. Beaucoup sont encore ciblés sur l'ostéo parce qu'ils ne savent pas que la thérapie manuelle peut se rapprocher de l'ostéo. Mais franchement, c'est vraiment indispensable. Après, il y a une formation STRAP. On ne va pas se mentir, la formation de base en STRAP, elle est catastrophique. Donc, il faut aller se former, aller demander, mais ça va très vite. Quand vous connaissez l'anatomie, les straps, c'est très simple. Juste à connaître les tensions des bandes. C'est une compréhension de soit je veux immobiliser et on est dans le strap pur, soit je veux au contraire inhiber ou activer des muscles et on est dans le tape. Mais finalement, c'est un principe biomécanique. Et quand on a compris les principes et comment en poser un peu et d'en avoir vu faire des bienfaits quelquefois, derrière, on peut transposer à peu près partout. Et au pire, après, il y a des bouquins hein, pour aller un peu plus loin ou aujourd'hui des vidéos en ligne. Hein. Par contre, c'est pas parce que vous êtes kiné que vous allez être bon en strap. Moi, j'étais meilleur en strap en tant qu'athlète parce que franchement, entraînez-vous parce que c'est une catastrophe souvent. Les straps avec des bandes, les trucs qui lâchent complètement. Un athlète qui voit ça, il vous fait plus confiance derrière. L'athlète va très vite à juger. Malheureusement, vous êtes mauvais en strap, il vous dégage direct. Alors que, franchement, vous avez, c'est 1 heure. Enfin, moi, à l'école de Saint-Maurice, ça a été 1 heure sur tout mon cursus. Hein. Donc, tu peux pas être évalué là-dessus. C'est ce que tu leur expliques. Certaines écoles n'en ont même pas. Donc, il faut répéter, acheter des bandes, répéter avec vos collègues pour faire des straps de qualité quand vous allez aller sur des sportifs. Parce que franchement, un strap avec des plis, on vous dégage, mais direct. Un strap qui ne tient pas au bout d'une demi-heure, mais tu te fais insulter par les athlètes et tu dégages. Donc, voilà. Et il y a aussi la capacité à aller très vite sur les straps. Nous, en judo, l'équipe de France, je pense qu'ils font 20, au moins 20 straps, voire 30 en un quart d'heure avant la séance. Ça doit aller très vite. Ouais, le ratio est très fort. Ils sont incroyables à voir. Pour avoir encadré quelques manifs avec Christophe à l'époque, pareil, quand vous avez une équipe de foot, ils sont une quinzaine hein, au total, et vous avez une demi-heure, il faut voir tout le monde, quoi. Donc, il ne faut pas traîner, vous ne pouvez pas être lent, vous ne pouvez pas passer votre temps à découper des petits bouts de bande comme ça lentement. Il faut être dans l'automatisme un peu. Et encore une fois, si vous voulez être bon, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de devoir vous entraîner, de devoir répéter ce geste. Et c'est parce que vous en faites plein de fois et que vous avez bien acquis les principes généraux que c'est facile à dupliquer derrière, quoi. Dans les choses aussi qui me paraissent importantes pour la kiné du sport, le dry needling. À l'heure actuelle, le dry needling m'a sauvé pour la pubalgie avec Stéphane Evlinger qui est là en ce moment. J'allais le voir très régulièrement, j'avais des douleurs qui étaient horribles
et il n'y avait que ça qui me soulageait. J'avais des trigger points incroyables. Tu pouvais travailler comme tu voulais en manuel, ça ne sortait pas, et le dry m'a beaucoup aidé. Moi, je l'avais vu il y a longtemps, c'était chez les Suisses, on les voyait un peu comme des extraterrestres. C'est vrai que c'est un vrai outil maintenant, je trouve, et les athlètes sont quand même très friands de ça. Dans la gestion de la douleur, du syndrome douloureux myofascial, c'est vraiment un truc qui a changé ma pratique, quoi. Et c'est un gain de temps. Et moi, j'ai des patients qui arrivent et qui me disent non, mais je reviens pour les aiguilles, hein. Voilà. Alors évidemment, c'est pas tout le traitement, hein, ça va de soi. C'est pas de la magie non plus. Mais dans les douleurs d'origine myofasciale, le dry needling, c'est un changement radical dans nos pratiques. Le crochet, qui est bien aussi, qui est une technique qui est plus à but de mobilisation tissulaire, mais qui soigne peut-être moins bien la contracture un peu aiguë. Les deux sont très complémentaires en tout cas. Voilà. Le crochet, les athlètes sont très friands de tout ça, parce que c'est un peu novateur, ils aiment bien. Mais j'ai fait du crochet, j'aime beaucoup plus le dry, est encore plus efficace à l'heure actuelle. Ouais. Le crochet est un peu moins en vogue, on va dire. C'est une bonne première approche, le crochet. Et quand tu as les deux, l'idée, enfin, ça c'est un truc qui nous tient à cœur au sein d'ITMP, nous c'est toujours de dire on a une boîte à outils et on met des outils dans la boîte à outils. On n'est pas adepte du mot méthode, où tu rentres dans une méthode et tu t'enfermes dedans. Le dry remplace pas complètement le crochetage. Après, sur la douleur d'origine myofasciale, je pense que le dry, enfin trigger manuel ou dry, un traitement à l'aiguille, est encore plus efficace, mais le crochetage reste, en tout cas pour tout ce qui est tendinopathie et aider à la cicatrisation et au glissement des structures, une très bonne technique. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tout ce qui est kiné passive, prise contre prise très précise, c'est super important, et les levées de tension. Alors, effectivement, il y a souvent le dry qui est un bon outil, mais être précis sur vos levées de tension, les athlètes sont quand même en surutilisation de leur corps. Donc du coup, ils ont besoin d'avoir des levées de tension précises et ils vont en avoir besoin tout le temps. Côté plus humain, il y a besoin d'être discret pour être en kiné du sport. C'est dur, hein, mais on le voit très vite arriver dans une équipe. Un mec qui veut se mettre en avant, qui veut trop se faire mousser, il dégage. Désolé, je suis très cash, mais en fait, il y a déjà assez d'ego dans le sport, il y a déjà assez d'ego dans les athlètes. Si en plus le kiné veut y mettre son ego, ça va pas marcher. Voilà, faut réussir à se mettre en retrait, c'est pas facile, hein, parce que ce que vous allez apporter, c'est énorme. Certains athlètes n'auront pas la capacité de vous mettre en avant. On sait quand même l'importance du kiné. Et l'athlète a une reconnaissance énorme envers son kiné, il va vous le dire. Certains arrivent à le formaliser en interview après les épreuves parce qu'ils savent par quoi ils sont passés. Mais sinon, dans notre tête, on sait que vous avez une importance. Mais vous n'êtes pas mis en avant. C'est pas nous les champions, hein. Voilà. Non, mais il faut se le dire, hein, c'est pas nous les champions. C'est pas nous qui sommes en avant. On est là, on est au service de l'athlète en individuel, de l'équipe. On est essentiel, mais c'est pas nous qui sommes sur le devant de la scène. C'est pas grave, c'est comme ça, hein. On le vit bien. Un truc con, c'est en foot, c'est pas la même chose. Le staff a une médaille. Et au JO, les athlètes ont leur médaille aux Jeux. J'avais ma médaille, j'étais trop content, mais moi je travaillais avec un staff de 10 à 15 personnes. Je trouvais ça hyper important. Ça va vous faire rire, mais sur Wish, il y a des médailles olympiques à vendre. Et bon, elles sont très bien faites, les répliques. Et j'en ai acheté à tout mon staff et je leur ai remis et ils étaient super contents. Qu'il y ait quelque chose qui matérialise tout ce qu'ils ont pu faire. Et ils m'ont dit, oh putain, c'est la première fois qu'il y a ça et merci. Parce que pour moi, ma médaille, c'est leur médaille. Ils ont énormément contribué. Donc le prep physique, le kiné, mon entraîneur de club, mon entraîneur d'équipe de France, je leur ai offert cette médaille-là pour matérialiser. Mais voilà, malheureusement, vous n'êtes pas assez souvent mis en avant. Il y a cette capacité à travailler en staff qui est très importante, que ça soit pour l'élite, mais aussi en ville. Travailler, échanger, être capable d'échanger avec l'entraîneur, être capable d'échanger avec le médecin, c'est super important. Vous n'avez pas à travailler tout seul. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît primordial. Ça, c'est un point, je rebondis un peu, mais on voit souvent aujourd'hui des gens qui veulent opposer les techniques, les praticiens. Est-ce que la kiné, c'est mieux que la chirurgie devant un problème de ménisque et tout? La question n'est pas de savoir si on est meilleur ou moins bon, en fait. La vraie question, c'est dans quel cas et selon quel indicateur, du coup, je suis meilleur potentiellement que l'autre. Et à quel moment, potentiellement, peut-être, il faut que je passe le relais au chirurgien parce que ce n'est plus tout à fait dans mes compétences. Je dis chirurgien pour un ménisque, mais ça peut être l'infiltration et compagnie. Et je crois qu'il n'y a pas d'intérêt à s'opposer à l'autre. C'est plutôt de se dire, dans la chaîne de soins,
à quel moment je suis meilleur que l'autre, et à l'inverse, à quel moment je suis moins bon, parce qu'il y a toujours un moment où malgré tout on est moins bon. Et quand on est moins bon, faut passer le relais, parce que le but, encore une fois, c'est pas nous, que ce soit avec un sportif ou avec Madame Michu, hein, le but c'est de rendre service à la personne dont on s'occupe, quoi. Et le sportif vous sera vraiment reconnaissant et il reconnaîtra votre valeur si vous dites là je considère que je suis pas bon. Va voir quelqu'un d'autre. Pour ma pub LG, avant les Jeux, j'ai un kiné avec qui je travaille depuis très longtemps, Étienne Fillard. Il m'a dit là il y a un mec dans le staff qui est meilleur que moi sur la pub LG, vas-y. Donc pendant 1 an et demi, j'ai changé de kiné pour cette pathologie-là. Faites confiance, n'hésitez pas. Dans l'opposition, par contre, ça me fait penser, le kiné, vous devez prendre des positions très fortes pour un athlète. C'est-à-dire ne pas vouloir dire oui, ouais, il va toujours vouloir négocier l'athlète. Est-ce que je peux faire cette compétition ce week-end? Est-ce que je peux faire? Non, mais tu comprends, elle est importante pour la qualif d'après, ou elle est importante pour me rassurer. Non, tu ne peux pas la faire. Médicalement, c'est une connerie. Il n'y a que vous qui pourrez le faire. L'athlète va négocier, mais on est horrible. On est capable de négocier, c'est incroyable. On va vous sortir tous les arguments. À vous de garder votre position. C'est très important. Et c'est là aussi où on va reconnaître votre valeur et qu'on va vous faire plus confiance. Non, tu ne peux pas la faire. Même si tu as la pression du staff, tu as l'entraîneur qui t'appelle, je dois l'avoir là, c'est le meilleur de mon équipe, j'en ai besoin. Non. Derrière, j'ai une personne, j'ai un être humain qui doit durer. Il a une vie derrière, il a une carrière derrière. Le staff peut t'appeler pour te dire putain, mais c'est la montée, je joue la montée ce week-end. Ouais, sauf que l'athlète, c'est quoi? C'est là maintenant? Ou est-ce que tu lui flingues son genou, tu lui flingues son dos pour ces saisons à venir? Essayer d'être un peu plus distant. Il y a des fois, on prend des risques. Ou sinon, tu dois donner tous les éléments à ton athlète. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les JO, j'ai décidé de prendre infiltrer une pubalgie, c'est une connerie, on le sait. Mais je savais que c'était normalement mes derniers jeux de ma carrière et je prenais le risque de me préparer comme ça. J'avais tous les éléments pour prendre cette décision-là. Donnez les éléments à votre athlète pour qu'il puisse aussi prendre la position. Il y a des fois où il faut effectivement faire quelques concessions. On n'a pas parlé des commotions, juste rapidement parce que je crois qu'on est déjà au bout. On va parler des questions. Ouais. Sur les commotions cérébrales, vous avez un rôle important. Tout le monde voit ce que c'est les commotions cérébrales. Il y en a beaucoup dans le sport, rugby, tout ça, on en parle. Sachez qu'il y en a partout. Moi, j'en ai fait une énorme en 2021, avant les Jeux d'ailleurs, qui m'arrête 2 mois et demi où je ne suis pas capable de faire 30 secondes de vélo ou 15 abdos. Donc c'est pas rien. J'étais bourré tous les matins en allant chercher ma baguette de pain parce que j'avais la tête qui tourne et j'étais très mal. Donc c'est vraiment des gros symptômes, mais il n'y en a pas que dans le sport. Il y en a dans la vie de tous les jours. Les accidents de trottinette, les accidents de vélo, prendre une fenêtre sur la tête, j'en ai déjà vu. Il y en a partout. Sachez les diagnostiquer, c'est important. Et sachez que votre rôle, il va être super important. Kiné vestibulaire, travail du rachis cervical haut, travail de la boîte crânienne, travail des muscles oculomoteurs. Il y a plein de choses à faire, énormément de choses à faire. Travail en double tâche, savoir que mon athlète, je vais l'essouffler et qu'en même temps, je vais faire de la proprio et je vais lui poser des questions. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire toute la rééducation d'une commotion. N'hésitez pas à vous concentrer là-dessus et surtout diagnostiquer les commotions parce que vous allez avoir plein de jeunes qui vont avoir des problèmes et vous ne savez pas, et ça peut venir souvent de là. N'hésitez pas à travailler en collaboration avec les kinés vestibulaires. Il y a des choses qui sont super intéressantes maintenant là-dessus. Voilà. On a un projet de formation sur le sujet avec Axel depuis un petit moment. Voilà, ça va être l'occasion de le remettre en route. Il y a encore plein de choses. Je n'ai pas fini, mais je crois qu'on est sur le bout. Et je voulais qu'on laisse un peu de temps pour les questions. Soyez à l'aise. Vous avez vu, je n'ai pas beaucoup de langue de bois, donc posez les questions tranquille. N'hésitez pas. Hein. Comment intégrer un staff Ça, je l'avais noté. Comment intégrer un staff? Ouais, mais pourtant, moi, je ne veux pas le faire. J'ai pas envie. J'ai fait assez de sport de haut niveau. C'est bon. Là, en plus, j'ai d'autres missions. Je suis président de la commission des athlètes de haut niveau au comité olympique. Je représente tous les sportifs de haut niveau français. Je passe sur autre chose. Comment intégrer un staff? Ne pensez pas qu'en sortant de votre diplôme, vous allez intégrer la Ligue 1 direct. Malheureusement, il y en a trop qui font ça. Il y en a aussi trop qui, excusez-moi, qui se prostituent pour ça. C'est vrai. C'est pas comme ça que vous allez réussir. Faites vos preuves. Soyez patient. Je pense que déjà, les diplômes que vous avez en sortant d'études, ils ne sont pas assez importants. Donc, formez-vous. Prenez de l'expérience. Prenez de la confiance aussi. Et après, c'est de la patience. C'est commencer dans des petits clubs. Ça va se savoir que vous êtes bon en local. Sur Paris, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a aussi un peu de piston ou de chance. On ne va pas se mentir. Mais quand vous êtes bon, vous allez monter les échelons. En province, c'est très simple. Un kiné qui est bon, en kiné du sport, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si tu fais bien ton travail, tu vas très vite monter. Très rapidement. J'allais dire, il y a 2 choses.
Il y a la méritocratie. Donc c'est au mérite, il faut être bon. Je rejoins Axel. Sinon, après, il faut coucher. Mais il n'y a pas de secret. Il y a un moment où c'est bien de vouloir faire du sport. On a posé quelques points déjà comme jalon de ce qu'on considérait être utile pour être un bon kiné du sport en termes de technique, de développement de techniques au sens large de rééducation. Est-ce que vous avez les techniques? Premier point. Deuxièmement, si vous faites une formation de kiné du sport, on en a une et c'est un éternel sujet chez nous, où à la fois on a dans les gens qui viennent chez nous en kiné du sport, des gens qui voudraient, certains voudraient s'occuper de sportifs de haut niveau comme Axel et tout, et se dire allez, demain je vais intégrer un staff, une équipe, un truc, voilà. Et puis d'autres nous disent moi je veux faire de la kiné du sport, mais en fait c'est pour rééduquer mes patients un peu sportifs au cabinet. C'est aussi un peu deux mondes différents. Toi, quand tu nous dis je veux intégrer un staff, clairement va quand même falloir se former et comprendre un peu les prises en charge, et que peut-être la ligamento de Madame Michu c'est pas la même que celle d'Antoine Dupont. Et que du coup, quel est l'attendu? Enfin, voilà, et c'est comprendre cette théorie par objectif. Hein. On a Smaïn qui est là, qui nous fait la kiné du sport, pour le coup, à Toulouse, pour ITMP. Et voilà, on a ce double objectif qui est souvent un peu compliqué dans la formation, au départ. Mais après, il faut être bon en technique. Et puis, il faut accepter de donner de son temps. Et le sport, malheureusement, les compètes, c'est souvent le samedi et le dimanche. Donc si vous dites je veux être kiné du sport du lundi au vendredi de 9h à 17h, c'est pas là où c'est le plus simple. Donc ouais, vous allez donner de votre temps. Et puis c'est ce que j'allais dire. J'allais dire un des critères importants, c'est la disponibilité et la réactivité. Mais voilà, il faut du temps. Donc c'est pas en sortant de diplôme, mais alors c'est personnel. Hein. Donnez-vous quand même les moyens avant 30-35 ans, parce qu'en général les gens après arrêtent parce que c'est tellement de temps, tellement de sacrifices. Quand tu commences à avoir une vie de famille, quand tu commences à avoir envie de te poser, c'est plus à ce moment-là que tu vas le faire. Donc c'est vrai qu'il faut quand même accélérer assez vite parce que les gens en ont marre, parce que tu pars beaucoup en déplacement. Nous, en gros, on est parti 3 à 4 mois à l'étranger en équipe de France de judo. Là, demain, je suis avec toute l'équipe de France olympique de sport d'hiver. Ils sont partis 6 mois de suite quasiment. Donc du coup, le kiné suit. Donc c'est une vie qui est très compliquée. Donc voilà, il faut aussi pouvoir donner du temps, même si c'est là on parle du haut niveau, mais il faut bien des kinés qui arrivent là. Mais même en dessous, il faut partir les week-ends, il faut tout ça. Disponibilité aussi dans vos plannings. Moi, je vous conseillerais de bloquer des créneaux le lundi matin, parce que tu as toujours un mec qui va se péter le week-end. Donc bloquer 1 heure ou 2 heures pour être capable de recevoir en urgence le mec. Si vous n'êtes pas capable de le recevoir en urgence, il ne vous rappellera plus. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Bloquer des créneaux lundi dans la journée ou mardi matin, et ayez un réseau aussi autour de médecins qui peuvent prendre les gens rapidement. Ça, c'est hyper important, parce que s'ils t'appellent, ah ben désolé, non, je peux pas, et puis après, ah ben non, j'ai Madame Michu jusqu'à 20h, là, j'ai un tel, je suis blindé, ben ouais, on peut se voir dans 10 jours. Le mec, il est sportif, il n'a pas que ça à faire. Dans 10 jours, c'est fini, il a besoin d'un bilan maintenant. Il a besoin de savoir s'il peut s'entraîner mardi, mercredi. Dans sa tête, c'est ça. Donc il trouvera quelqu'un qui lui donnera la réponse. Ouais, pour compléter ce que tu dis, hein, moi, pendant longtemps, moi, le samedi, le dimanche, de toute manière, j'étais pas dispo parce que j'avais déjà les cours pour ITMP. Mais du coup, le lundi, le mardi, j'avais 2 équipes, la perche, l'équipe de France de perche pendant un moment, et une équipe de basket à côté de chez moi. Quand ils t'appellent, tu te démerdes, tu trouves un créneau. Enfin, tu fais de la place et tu dis tu m'appelles, tu veux venir aujourd'hui, ouais, tu vas venir aujourd'hui. S'il faut que je finisse à 21h, tant pis, quoi. Voilà. Donc c'est aussi ce choix. Là, ici, vous avez stand A28 à peu près, là, juste à côté. Lightback, qui a été monté par Thomas Séraphin, qui est un de mes anciens élèves. Ça a été l'un de mes meilleurs stagiaires, je pense, en 25 ans. Et Thomas qui a développé un produit qui s'appelle le Lightback. Et accessoirement, c'est le kiné d'Eduardo Camavinga, de Thomas Lemar à Madrid. Il a planté toute sa vie perso, parce que quand on a pris Camavinga à Madrid, il a tout planté. Toute sa vie, sa famille, son machin, parce qu'il y est parti, quoi.
Alors c'est un choix, hein, c'est un choix que je partage pas, je l'aurais pas fait, mais où je suis un peu admiratif, mais voilà, c'est sa vie, quoi. Donc jusqu'où on a envie de le faire, c'est une vraie question aussi, quoi. C'est comme tout. Est-ce que je suis capable de faire les sacrifices? Ça me fait rêver le sport de haut niveau. Est-ce que je suis capable de faire les sacrifices et vivre le quotidien pour y arriver? Peut-être pour finir aussi, enfin, refaire la boucle juste avant, s'il vous plaît, ne faites plus le kiné qui compte jusqu'à 10. Formez-vous en prépa physique. Je n'en peux plus de ces kinés, excusez-moi, de merde, de pacotille. Allez, tu me fais 3 fois 10. Putain, mais concentrez-vous sur quel muscle. Est-ce qu'il y a besoin d'endurance de force? Est-ce qu'il y a besoin d'explosivité? Et puis changer, quoi. Créer des séances qui changent, quoi. Mais tout le monde fait ça. Hein. Il y en a qui ont vu le petit à bretelles là tout à l'heure là faire voilà hein, qui est un de mes petits poulains hein, quand même depuis le temps et clairement c'est l'idée de au début ça s'appelait 100 exo la formation qu'il fait maintenant c'est 100 bilan et 100 exo enfin c'est l'idée de justement le bilan est primordial et voilà et derrière développer de l'objectif hein, en tout cas c'est ce que développe Smaïn en kiné du sport à Toulouse. Et j'ai oublié avant d'en venir à ta question, les exercices doivent être vraiment adaptés, je l'ai dit, sur la quantification de la charge, mais les exercices doivent être vraiment adaptés au sport. Donc passer du temps à analyser le geste sportif, passer du temps à essayer de reproduire des exercices qui vont se rapprocher du geste sportif. Ça ne va pas être les mêmes exercices pour un mec qui fait de l'aviron que pour un sport de combat. C'est pas du tout la même chose. Et par contre, c'est passionnant. C'est ce qui vous fera aussi ne pas vous ennuyer et d'avoir des sports très différents. Bah, on essaie de faire le grand écart entre les deux parce que dans le groupe qu'on a, il y a toujours un peu des deux. Maintenant, évidemment, en plus, comme on a choisi d'avoir un temps pas trop long de formation, on ne peut pas être et champion de l'alpinisme, et champion du foot, et champion du karaté, et champion de tout. Donc voilà, derrière, après, il peut y avoir des perfectionnements qui vont au-delà. On essaie vraiment d'enseigner un point de vue général, mais du coup, tu attrapes Smaïn dès la fin, il va te raconter tout ça en détail. Voilà, lève-toi, Smaïn, que tout le monde te voit s'ils veulent te poser des questions. Et voilà. Non, mais après, tout est transposable. Si on te donne les éléments pour suivre un sportif de haut niveau, tu pourras l'appliquer à un patient lambda, mais à n'importe quel sport, avec de l'intelligence. Ouais. Bah, les deux. Les deux. Le but, c'est quand même de faire les deux parce que quand on le récupère et qu'il est blessé, il y a le moment où il est blessé et il y a le moment où il faut qu'il retourne sur le terrain. Donc, mais c'est comprendre cette trajectoire et où je suis dans la trajectoire parce que le prendre au début où peut-être il y a besoin de beaucoup de thérapie manuelle, de dry, de machin, de trucs, c'est un moment, mais peut-être qu'à un instant T+1, alors après, un profil comme Axel, à ce moment-là, il a aussi un préparateur physique. Donc c'est plus moi en tant que kiné qui vais faire sa préparation physique. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Mais pour autant, on est en trait d'union, quoi. J'ai même, dans mon staff, j'ai un préparateur physique. Mais dans les kinés, j'ai 3-4 kinés. Bon, j'ai des kinés, donc ça aide pour savoir. Lui est bon sur la pubalgie, lui est bon sur la kiné passive. Lui va me lever les tensions. Lui, par contre, il va plus me faire le dry. Donc j'avais tout un éventail et je choisissais en fonction d'eux. Mais par contre, tu les mets en relation. C'est un vrai travail de staff qui est important. Et après, il y avait même quelqu'un qui s'occupait de la réathlétisation. Donc du coup, tu as vraiment la phase que nous, les kinés, on doit prendre. Mais tu as la phase rééducation et retour terrain qui est beaucoup trop négligée en général. Que du coup, là, tu dois mettre ton athlète le cœur dans la bouche, qui doit faire des exercices très difficiles, très proches de l'exercice. Parce que sinon, en général, je reviens à mes 3x10. Le mec, il te fait 3 fois 10 les extensions de ton caminé. Et après, tu lui demandes de faire la bagarre contre des mecs de mon gabarit. La différence, c'est pas la même quand même. Pour ceux que ça intéresse, on revient demain avec Axel, mais cette fois on parlera justement de santé mentale parce qu'il a d'autres fonctions, notamment dans le groupe Pasteur Mutualité et la Villa M, où justement on parlera un peu de santé mentale, en plus c'est la journée. Voilà. Moi je vais filer parce qu'il est 14h05 et j'ai une autre présentation à 14h chez Milo, mais ça va, c'est pas très très loin. Et pour ceux qui veulent, on a des trucs sur la thérapie manuelle aussi encore dans l'après-midi là, et on a encore des ateliers pratiques à côté. Voilà.
Je suis à votre dispo pour quelques questions là sur le côté pour laisser la place. C'est toi, Smaïn, après? Oui, bah, on Je va vous te laisse entre de bonnes mains avec Axel et Smaïn. Et puis merci d'être venu. Merci. Vous êtes restés, donc c'est que c'était intéressant. Ça va bien? Ça va bien, ouais. À toutes? T'es là les 3 jours? Les 2 jours. Les 2 jours.